RCF. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Il y a la grande histoire et les petites histoires. Il y a aussi parfois un croisement entre les deux. Je m'appelle Pierre Le Riche, je suis journaliste à RCF en Normandie et je vais tenter au mieux de vous raconter le parcours de deux prêtres, deux hommes engagés très tôt dans la résistance, dont la vie et la mort se rejoignent sur un point, le courage face à l'horreur. Ils sont au moins 138 prêtres, religieuses et religieux à avoir été tués pendant la Seconde Guerre mondiale dans le Calvados. Certains ont été honorés, d'autres sont restés dans l'ombre. C'est le cas de l'abbé Jacques Leclerc. Homme d'église, homme de la résistance, il sera torturé par la Gestapo et tué probablement le 9 juillet 1944 à Pont-l'Évêque. Il fait partie des héros de son temps, de celles et ceux qui ont refusé la terreur nazie. Et pourtant, son sacrifice sera presque oublié. Son histoire est celle d'une mémoire en quête de lumière, d'une enquête à travers le temps. Épisode 1, un calice à Marrakech. Jacques Leclerc est né en 1913. Enfant unique, ordonné à 28 ans à Bayeux, un prêtre autour duquel flotte un parfum de mystère. C'est une histoire rocambolesque et c'est une histoire dans l'histoire. Il faudra attendre 2019, 7 décennies après sa mort, pour qu'un homme retrouve sa trace. Cet homme, c'est lui, Alain Pignel. Je suis en vacances au Maroc et je me promène dans un souk. Brusquement, je suis interpellé par un marchand qui m'invite à rentrer dans sa boutique. Je connais cet homme. Bon, j'y vais un peu par curiosité. Il sort de son sac, d'un sac crasseux, de journaux froissés, un objet incroyable. Il sort un calice en argent avec un fond de vermeil et il me le montre. Et moi, j'en ai le souffle coupé parce que qu'est-ce que vient faire ce calice au fin fond d'un souk à Marrakech ? Ça va m'emmener sur une enquête qui va durer près d'1 an et me révéler le destin d'un homme incroyable et d'une communauté de personnes incroyables. Et ça va m'emmener en Normandie. Alors comment est-ce qu'on passe du Maroc en Normandie ? C'est ce que je vais vous expliquer en quelques mots, je l'espère. « 2019, Marrakech. Ce calice impressionne. Il est en argent massif, un fond en vermeil, une poignée en ivoire qui représente la couronne du Christ. Sur le pied se trouve une petite croix en or avec un diamant au centre. Sous le calice se trouve un nom, Jacques Leclerc, 12 octobre 1941, avec une inscription OB-SB. Donc j'en ai le souffle coupé et le marchand me dit voilà, ça t'intéresse, etc. Je lui dis qu'est-ce que je vais faire d'un calice ? Et puis je pense que j'ai un ami prêtre à Paris. Je lui envoie un WhatsApp avec la photo de ce calice qui est aussi orné de petites fleurs de lys en argent. Et ce prêtre me dit ce calice ne peut pas tomber dans n'importe quelle main.
achetez-le, rapportez-le à Paris. Bon, c'était vite dit parce que quand le marchand m'annonce le prix, là aussi je tombe à moitié à la renverse et je sais tout de suite que je ne peux pas l'acheter, en tout cas pas à ce prix-là. Je rentre à Paris, le prêtre en question n'aura de cesse de me poursuivre au téléphone en me disant « Alors, quand est-ce que vous retournez au Maroc et que vous ramenez ce calice ?» Je retourne effectivement au Maroc, j'y vais souvent, et je retourne voir ce marchand, le calice est toujours là. Je le négocie, bon, très très bien, et je finis par rentrer avec ce calice que je rapporte à mon ami prêtre, qui le fait restaurer puisqu'il est un peu abîmé, le fond en vermeil a été gratté pour voir si c'était de l'or, et se pose la question, à qui a appartenu ce calice ? Pour l'instant, il n'y a qu'une seule piste. Qui est ce Jacques Leclerc ? L'enquête commence par une recherche sur Internet. Alain Pignel se rend sur Métron des Fusillés, un site qui dépend du CNRS où sont recensés les résistants et résistantes exécutés par les Allemands. L'abbé Jacques Leclerc fait partie des noms. Né en 1913, exécuté en 1944, le calice indique qu'il a été ordonné en 41. Ça paraît drôlement tardif d'être prêtre à 28 ans à l'époque. Et une question, que fait-il à Dives-sur-Mer ? Bon, j'appelle les archives de l'évêché de Lisieux quand même pour voir, qui me renvoie aux archives du diocèse qui sont à Bayeux. Et là, l'archiviste me dit « Oh oui, on a une fiche sur l'abbé Jacques Leclerc, 1944, oui, ça je sais, il est né en 1913, oui, ça je sais, mais est-ce que vous avez la date de son ordination ?» Et la réponse tombe « 12 octobre 1941 ». Et là, c'est moi qui tombe à moitié de surprise, parce que ce calice a bien appartenu à l'abbé Jacques Leclerc, exécuté par les Allemands en juillet 1944. Donc c'est le calice d'un martyr. Pour moi, en tout cas, c'est le calice. Ce calice prend une dimension particulière. Je sais à qui il a appartenu, je ne sais rien de l'abbé Jacques Leclerc. Je vais donc essayer de me renseigner. L'évêché de Lisieux me donne une information stupéfiante. Ils n'en savent pas plus sur lui. Pourquoi ? Parce que les archives de Monseigneur Picot, l'évêque de l'époque, qui était déjà évêque au moment de la construction de la basilique, toutes ces archives de ce Monseigneur ont disparu. Des mètres linéaires d'archives qui n'existent plus. D'ailleurs, si quelqu'un a une idée d'où elles se trouvent, je sais que les archivistes et le diocèse de Lisieux sera ravis de les récupérer. En tout cas, on ne sait pas où elles sont. Et ils les ont cherchées partout. C'est des années d'épiscopat et d'archives qui n'existent plus. Donc, on ne sait pas grand-chose sur Jacques Leclerc. Je vais donc être obligé de chercher par d'autres voies. Je me tourne vers une association qui s'appelle la Dive, un fleuve pour la liberté, qui était Dives-sur-Mer. Et là, la présidente de cette association, Christine Le Calonnec, pour ne pas la nommer, m'explique qu'il y avait un groupe de résistants très actifs à Dives-sur-Mer. Et elle connaît beaucoup de choses là-dessus parce que son association s'occupe de la mémoire des résistants, de Dives-sur-Mer en particulier. Et elle m'explique que oui, l'abbé Leclerc a été, elle en a entendu parler, qu'il fait partie des résistants qui ont été exécutés pendant la guerre et que effectivement, il repose dans le cimetière de Dives-sur-Mer, dans une tombe qui est à l'abandon. Alain Pignel s'interroge. Jacques Leclerc est à Dives-sur-Mer. Comment son calice a-t-il pu se retrouver à plus de 2000 km de lui au Maroc ? J'appelle le curé de Dives-sur-Mer, qui est là depuis 30 ans, et je lui dis, mon père, voilà, j'ai retrouvé le calice de l'abbé Leclerc. Il y a un silence au téléphone. Le père en question ne connaît pas l'abbé Leclerc,
Je dis, mais enfin, il a été vicaire. Ah oui, ce vicaire, évidemment, c'était bien avant que j'arrive, pendant la guerre. Oui, il a une tombe, peut-être, mais oui, il a même une tombe certainement dans le cimetière. Mais c'est tout ce qu'il sait. Et le calice, je n'en ai jamais entendu parler. Ça alors. Donc je retourne sur le petit site du Métron des Fusillés, le fameux site où il y a quelques lignes sur l'abbé Leclerc. Et je vois qu'il a été torturé sauvagement à coups de nerfs de bœuf par la Gestapo de Pont-l'Évêque. Ni une ni deux, il contacte Tony Mazzotti. L'homme est un passionné d'histoire incollable sur Pont-l'Évêque. Lequel Tony Mazzotti me dit, mais oui, pendant la guerre, j'ai fait des recherches. La Gestapo de Caen s'était délocalisée à Pont-l'Évêque. Et dans la prison de Pont-l'Évêque, on internait à tour de bras des résistants, des juifs, des communistes, des gaullistes, enfin tous ceux qui s'opposaient à l'occupant. Et puis de là, ils étaient soit déportés, pour les plus chanceux, si on peut dire, soit emmenés à Argence, et d'Argence, ils étaient exécutés. On en a retrouvé un peu dans toute la région. Je lui parle de l'abbé Leclerc. Ça ne lui dit pas grand-chose, mais 2 jours après, il me rappelle, il me dit, vous savez, à Pont-l'Évêque, il y avait une bijoutière. Alors, bijoutière calice, ça fait tilt dans ma tête. Il y avait une bijoutière qui s'appelait Madeleine Béranger, qui était la maîtresse du chef de la Gestapo de Rouen, et qui a écumé la région avec une amie à elle, Marie-Clotilde de Combien, qui était la maîtresse du chef de la Gestapo de Caen. Bon, ces 2 femmes ne faisaient pas que de la collaboration horizontale, comme on dit familièrement. Elles participaient aussi aux interrogatoires de gens qu'elles avaient souvent dénoncés, et elles raflaient tout ce qu'elles pouvaient. Donc là, ça commençait à devenir intéressant, parce que je pressentais que le calice était peut-être bien passé entre leurs mains, ainsi que le pauvre abbé Leclerc. Et la suite allait me donner raison. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Ladies and gentlemen, we may be approaching a fateful hour. All night long, bulletins have been pouring in from Berlin claiming that D-Day is here. And of Grand Admiral Dönitz, the designated head of the German state, signed the act of unconditional surrender of all. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone.